Le Sénégal est-il au bord du précipice? En tout cas, la tension est plus forte que jamais dans ce pays qui a longtemps été, peut-être à tort, la vitrine dite démocratique de la France-Afrique. Tout est parti d'une décision extrêmement surprenante de Macky Sall. Alors que le premier tour d'une élection présidentielle à laquelle il ne devait pas se présenter devait avoir lieu le 25 février, il a brutalement interrompu le processus pour des raisons d'apparence légale et constitutionnelle présentées de manière assez complexe. Mais disons que je vous prends un peu la main pour comprendre le contexte. Au départ, il y a tout un feuilleton sur les candidats éligibles ou pas. L'opposant Ousmane Sonko, bête noire du pouvoir, est éliminé dans un premier temps. Ce qui est attendu, vu que le feuilleton de l'organisation de sa mise à l'écart a créé d'immenses troubles politiques, et ce, depuis plusieurs années. Par la suite, c'est au tour de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, d'être disqualifié par le Conseil constitutionnel suite à une réclamation parce qu'il aurait déclaré sur l'honneur être exclusivement sénégalais alors qu'il avait conservé sa nationalité française qui lui vient de sa mère. Ancien ennemi juré de Macky Sall, Karim Wade fait donner les députés de son parti qui accusent les membres du Conseil constitutionnel d'être corrompus et ouvre la voie à une commission d'enquête parlementaire. Cette crise institutionnelle est le prétexte dont se sert Macky Sall pour intervenir dans le processus électoral via une allocution télévisée. Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse, est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution. En gros, tout un jargon juridique pour expliquer que les élections sont reportées, sine die. Bien entendu, la rue dakaroise ne l'entend pas de cette oreille. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Que le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes nous tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous en êtes témoin. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. Macky Sall, le dictateur! Pourquoi et comment le Sénégal en est-il arrivé à ce niveau de tension politique? Peut-on vraiment parler de coup d'État institutionnel? À quoi joue Macky Sall? Quelle sera la partition de la France, ancienne puissance coloniale, alors que l'affrontement géopolitique bat son plein entre d'un côté les pays de la CEDEAO attachés au statu quo néocolonial et présentés comme démocratiques, et de l'autre côté les pays d'un front sahélien
et militaire qui s'allie avec la Russie. Comment les pays occidentaux vont-ils pouvoir maintenir leur narratif du choc entre des pays normaux, dirigés par des civils, et des États voyous, dirigés par des militaires? Pour en parler, je vais m'entretenir par le biais de la visioconférence avec la journaliste Fanny Pigeaud et l'économiste Ndongo Samba Sylla. Ensemble, ils ont publié en 2018 L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Et ils viennent de publier, toujours ensemble, De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral. Voici le livre que je vous présente. On fera un pas de côté et on regardera l'histoire de la démocratisation ou de la non-démocratisation de l'Afrique subsaharienne francophone dans la profondeur, après avoir évoqué l'actualité brûlante. Je vais commencer par te demander, Ndongo, comment ça va à Dakar en ce moment. On apprend qu'il y a eu aujourd'hui de nouvelles émeutes et qu'Internet a été coupé en partie, puisque toi, tu peux nous parler. Oui, en fait, c'est l'Internet mobile qui a été coupé et maintenant, c'est devenu une certaine tradition. Quand certains régimes veulent démobiliser les manifestants, donc on coupe l'Internet mobile qui est vraiment, en tout cas, prisé par les populations de manière générale et aussi par les manifestants. Donc, le moral des Sénégalais n'est pas bon du tout parce qu'ils ont accueilli comme un coup de massue la décision du président sénégalais Macky Sall d'annuler l'élection parce que c'est pas seulement un report, c'est une annulation. Parce que quand le Conseil constitutionnel a déjà validé la liste officielle des candidats à la présidentielle qui était prévue le 25 février 2024 et que le président lui-même avait pris le décret pour l'organisation de ces élections, quand il abroge ce décret, donc c'est une annulation. Et donc les gens ont accueilli ça comme un coup de massue et sont d'une certaine manière un peu surpris. Certains sont un peu surpris, même s'il y avait des remords auparavant. Et donc là, il y a en tout cas une séance au Parlement sénégalais pour essayer de prolonger le mandat du président pour prétendument avoir en tout cas une élection vers le mois d'août, etc. Alors, normalement, les décisions du Conseil constitutionnel au Sénégal, comme en France, sont non susceptibles de recours. Donc, est-ce que le président de la République peut finalement, tout en restant le chef d'État, c'est-à-dire tout en prétendant n'avoir pas fait de coup d'État, remettre en question les décisions du Conseil constitutionnel, même si ce Conseil constitutionnel est accusé d'un certain nombre de choses? Bon, moi, je ne pourrais pas me prononcer sur le terrain légal constitutionnel parce que ce n'est pas mon domaine, mais il y a beaucoup de constitutionnalistes très connus, respectés, qui disent que ce n'est pas possible. C'est pas possible et que Macky Sall devra quitter le 2 avril, qui est le terme de son mandat. Mais il faut voir aussi une certaine ironie dans la chose parce qu'on sait que dans les pays france-africains, comme nous le décrivons dans notre livre, il n'y a pas cette notion de séparation des pouvoirs. Mais là, le président s'est donné un costume gaulien en disant que je suis la clé de vos institutions. Il y a un conflit prétendument entre le législatif et le judiciaire et je suis tenu d'organiser ça. Sinon, on aura des manifestations, des émeutes et je ne voudrais pas de ça. Donc, c'est une forme de posture gaulienne qui est très ironique parce qu'il n'y a pas de crise des institutions. Les institutions fonctionnent normalement. Il peut y avoir des allégations, mais elles pourraient être, en tout cas, les investigations pourraient être faites dans d'autres, en tout cas, avec les timings opportuns, d'une certaine manière. Là, ce qui est un peu surpris, c'est que les députés de l'opposition ont souvent demandé des commissions parlementaires pour beaucoup de choses, par exemple la gestion des fonds Covid, tous ces jeunes, etc., toutes ces personnes qui ont été tuées durant les manifestations en mars 2021, juin 2023. Et là, subitement, bon, on a une commission parlementaire et qui menace de mettre, en tout cas de créer des problèmes, des troubles au Sénégal. Donc, le timing, en tout cas, a posé beaucoup de problèmes pour la plupart de nos la question fondamentale que tout le monde se pose et que je vais vous poser à deux, à toi Ndongo et à Fanny Pigeaud, à quoi joue Macky Sall? Qu'est-ce qui le fait courir? Est-ce qu'il veut juste gagner quelques mois de présidence supplémentaire ou alors il veut agir pour choisir qui sera son successeur? Je commence par Ndongo. Oui, en fait, dans le livre, nous avons un chapitre Sénégal, le chapitre 9, où nous parlons de génisme électoral. Et par ce concept, nous avons voulu montrer quelques réalités qui sont communes à la plupart des pays en Afrique dite francophone. C'est qui peut être électeur, qui peut être éligible. Là, en fait, bon, tout le monde s'aperçoit que si une élection normale est organisée,
c'est l'opposition qui va gagner parce que les Sénégalais ont envie d'en finir avec ce régime. Et donc, du coup, cette annulation puis report, peut-être, c'est une manière de se donner du temps pour dire que, par exemple, le candidat, en tout cas, qui est annoncé comme favori, c'est Ousmane Sonko, il est en prison, mais bon, sa candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, est lui aussi en prison, mais même en prison, c'est le favori. Et donc, du coup, ces gens n'ont pas encore été jugés, il n'y a pas de condamnation définitive. Et donc, beaucoup spéculent que d'une certaine manière, le gouvernement voudrait se donner du temps pour les éliminer définitivement et aussi éliminer le Premier ministre qui est accusé d'avoir prétendument corrompu certains juges constitutionnels. Et lui aussi, bon, personne ne s'attendait à ce qu'il gagne les élections. Et donc, c'est une manœuvre politicienne à la base et tout le monde voit ça. C'est très clair. Mais le président ne peut pas vouloir exclure son Premier ministre qui est son successeur désigné. Bon. Non, s'il constate qu'il a une popularité qui est très faible, faut qu'il trouve effectivement une autre solution. C'est ce qu'il semble vouloir faire. Et il veut corriger son choix? Comment? Fanny Pigeaud, est-ce que le président Macky Sall veut corriger son choix? Je ne suis pas Macky Sall, donc je ne peux pas affirmer exactement ce qu'il a décidé, mais il y a quand même des signes qui montrent qu'effectivement, il y a des tensions entre le candidat qu'il a, que son parti a désigné, que la majorité présidentielle actuelle a désigné, et lui. Et il est évident, comme le soulignait Ndongo, que c'est l'opposition aujourd'hui qui est vraiment majoritaire dans l'opinion publique. Et alors, effectivement, certaines sources semblent dire que le président sortant essaye de favoriser un autre candidat qui serait le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, mais qui lui a aussi été éliminé, enfin du moins, il n'a pas été sélectionné par le Conseil constitutionnel et donc il ne peut être candidat. Karim Wade avait d'abord été sélectionné, puis il a été désélectionné suite à une réclamation au Conseil constitutionnel. Fanny, dans votre livre, vous consacrez tout un chapitre à la vitrine démocratique sénégalaise en mettant des guillemets. Pourquoi ces guillemets? Au-delà du comportement actuel de Macky Sall, y a-t-il quelque chose de pourri de manière structurelle dans la fameuse démocratie sénégalaise, sachant que le Sénégal, c'est un peu justement la vitrine intellectuelle, démocratique de la France en Afrique, pendant que la Côte d'Ivoire, par exemple, a toujours été la vitrine économique. Alors c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que le Sénégal finalement n'est pas une exception, malgré ce qu'on a voulu longtemps laisser croire aux opinions publiques africaines et occidentales. Le système démocratique tel qu'on le voit au Sénégal a plein de failles en fait, et depuis le début. La volonté populaire des Sénégalais n'a jamais été finalement suivie, appliquée. Et le premier président, Léopold Sédar Senghor, si on regarde bien, qui a été présenté comme un grand humaniste, grand poète, mais aussi grand démocrate, on voit bien que lui-même, dès le départ, en fait, a usé de divers procédés, diverses méthodes pour s'imposer et écarter faire taire l'opposition de gauche qui, elle, voulait une véritable indépendance et ne pas rester liée à la France comme c'est resté le cas et comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, depuis Léopold Sédar Senghor, il y a une tradition de simili-démocratie, des institutions qui ont des atours démocratiques, mais qui, au final, maintiennent le Sénégal dans un lien privilégié de sujétion avec l'ancienne puissance coloniale. Oui, et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une alternative possible avec l'opposition qui est représentée par Ousmane Sonko, qui, justement, elle, semble vouloir plutôt rompre les liens, du moins avoir une relation plus égale avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Et justement, l'idée aujourd'hui, c'est visiblement d'écarter à tout prix cette possibilité, cette alternative de la part de l'élite au pouvoir aujourd'hui. Élite qui est évidemment liée à l'élite, à nos élites françaises en France.
Parce que justement, en fait, Macky Sall a souvent été décrit comme un adversaire de Karim Wade, au moment où Abdoulaye Wade, le père de Karim Wade, était président. Manifestement, si on suit certaines analyses, ils se sont rapprochés et il veut peut-être en faire un successeur, disons, alternatif à son propre Premier ministre. Mais quelque part, ce qui fait que Karim Wade est finalement exclu, et ce qui contrarie manifestement Macky Sall, c'est un document produit par le gouvernement français qui affirme que Karim Wade n'est plus français. Malencontreusement, ce document prouve qu'il y a eu parjure de la part de Karim Wade. Quels sont les liens entre la famille Wade et la France, Fanny? Les liens sont les mêmes qu'entre les élites, de manière générale, dirigeantes africaines et la France. Avec des liens d'affaires. Abdoulaye Wade a étudié en France. Il est marié avec une Française. Enfin, il y a eu toute une partie de sa vie qui est liée à la France. Et ce qui est la même chose pour une partie des autres élites dirigeantes actuelles. Ousmane Sonko, manifestement, n'est pas assez lié à la France pour être adoubé. Je laisse Ndongo répondre, peut-être. Non, mais de toute manière, hein, et c'est ce que nous montrons dans le livre, c'est que quand vous regardez l'histoire post-indépendance des pays africains qui ont été sous domination française, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader normal, c'est-à-dire un leader qui dit « moi j'aime mon pays, je voudrais créer la liberté, la prospérité et je voudrais avoir des relations normales avec la France ». Il n'y a pas de leader qui soit parvenu au pouvoir, c'est-à-dire à la présidence, via des élections normales. Depuis 1960, on ne connaît pas ce type de leader. C'est-à-dire que quand on dit des élections normales, c'est-à-dire des élections libres, équitables, avec une réelle participation. Il n'y a pas d'exemple. Et si vous en connaissez, bon, faites-nous le savoir. C'est-à-dire que en France-Afrique, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire que les élections, depuis la période coloniale, et ça remonte même, disons, à la Révolution française qui a introduit le système représentatif, c'est-à-dire que les élections, c'est pour... Il y a eu une sorte de coupure avec... C'est ceux qui veulent travailler pour l'Empire, ceux qui n'ont pas de problème avec l'Empire formel ou informel. L'Empire informel, pour dire, dans la période post-indépendance, donc voilà, l'Empire néocolonial. Et donc, c'est ça. Et donc, pour la première fois, on pouvait avoir un jeune candidat, Bassirou Diomaye Faye, qui pouvait gagner la présidentielle parce qu'il avait cette popularité héritée de Ousmane Sonko qui avait été mise au jeu déjà par des procédures judiciaires, etc. Et donc, quand on connaît cette historique-là, bon, nous, la question que nous nous posions, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que le Sénégal organise des élections qui pourraient être remportées par Bassirou Diomaye Faye qui est en prison? Et s'il remporte les élections en prison, est-ce qu'il le laisserait sortir? Alors, ces événements vont remettre en première ligne un questionnement profond sur la démocratie en Afrique subsaharienne francophone. Ces dernières années, des coups d'État salués et même appuyés par la clameur populaire ont eu lieu au Burkina Faso, au Mali et au Niger sur fond de contestation de l'impérium de la France. Et le point de départ de votre livre, vous, Fanny et Ndongo Samba, c'est qu'en réalité, les processus démocratiques de ces dernières décennies ne reflétaient pas toujours la volonté populaire, mais témoignaient de ce que vous appelez l'impérialisme électoral. C'est quoi l'impérialisme électoral et comment s'est-il exprimé dans l'histoire? Ndongo, vous commencez votre balayage historique en 1789 déjà, à la Révolution française. Oui, parce que la Révolution française a introduit le système représentatif. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui démocratie, il n'avait pas ce nom. Il s'appelait système représentatif. Et les révolutionnaires français et américains, ils disaient que nous avons inventé ce système contre ce que, depuis les Grecs, les Platon et Aristote, on a... Alors, on a du mal à avoir un échange qui ne se coupe pas avec le Sénégal en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est lié à des questions techniques ou alors au blackout qui est en train de s'organiser. Alors, la question des fraudes électorales dans les colonies françaises d'Afrique est vieille, Fanny, très vieille, puisqu'elle date de la période coloniale. Et quand vous abordez cette période coloniale, vous expliquez que les maîtres de la fraude électorale venaient de Paris et qu'ils ont fait élire leurs poulains pendant et après la colonisation. Je pense que la question était un peu charcutée parce que ça a coupé un peu, oui.
Alors, je disais que la question des fraudes électorales dans les colonies françaises d'Afrique, elle est très vieille, puisqu'elle date de la période coloniale. On a d'abord évoqué la question structurelle de la démocratie telle qu'elle a été conçue par la Révolution française. Mais d'un point de vue spécifique, dans le cas de l'Afrique coloniale, les maîtres de la fraude venaient de Paris et ils ont fait élire leurs poulains pendant et après la colonisation, si je comprends bien. Oui, ça commence très tôt en fait, ces fraudes électorales, mais elles ont aussi eu lieu au début en métropole, au moment où on a commencé à mettre en place ce système. Mais effectivement, les fraudes électorales, elles ont commencé dès le début, dès les premières élections dans ce qu'on appelle les vieilles colonies, donc Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Réunion, etc. Et lorsque le système est appliqué aux colonies conquises par la suite par la France, donc plutôt en Afrique subsaharienne, mais aussi dans les pays comme l'Algérie en Afrique du Nord. Là aussi, les fraudes, elles sont systématiques et elles sont dès le début utilisées par l'administration coloniale. Et le but du jeu est toujours le même, c'est de parvenir à placer au pouvoir et d'abord aussi à l'Assemblée nationale française, puisqu'en 1946, on aura des députés africains à l'Assemblée nationale française. Dès le début, donc, c'est d'orienter, de truquer les votes de plein de manières différentes. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir la continuité de ces fraudes et manipulations diverses. Ce que faisait l'administration coloniale pendant donc les années cette période coloniale, c'est assez extraordinaire quand on voit les récits que font certains députés à l'Assemblée nationale française pour raconter ce qui se passe au Sénégal, par exemple, en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire. Ce sont des fraudes donc à tous les niveaux et qui permettent toujours de faire élire des représentants qui sont là pour défendre les intérêts de l'Empire, les intérêts coloniaux. Ce qu'on oublie souvent dans l'histoire de la guerre froide, c'est que le bloc occidental, démocratique donc, a appuyé l'imposition de partis uniques dans ses dominions à lui, tout comme le bloc soviétique qui exportait de toute façon son modèle, le parti unique. Vous revenez dessus dans votre livre, Fanny. Oui, c'est une constante, effectivement, après les indépendances formellement octroyées en 1960 par la France aux colonies d'Afrique subsaharienne. Et là, effectivement, le parti unique devient un peu la norme partout. Et il est défendu par un peu tous les acteurs. L'idée, c'est de dire que c'est plus efficace pour développer ces nouveaux États. Et d'autres arguments viennent aussi de la métropole, certains disant, avec évidemment des relents racistes, que les Africains ne sont pas capables d'avoir un système démocratique, soi-disant, comme en métropole. Comme dans l'ancienne métropole, pardon, puisqu'on est donc passé à la période de post-indépendance. Et par quelle manœuvre, justement, le parti unique s'impose dans les pays anciennement colonisés par la France pendant la guerre froide? En fait, ce que nous montrons, c'est que, d'une certaine manière, disons, à la fin des années 50 déjà, on avait une amorce de parti unique. Par exemple, si vous prenez le cas du Cameroun, il y avait l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, donc c'était le parti le plus structuré, avec de vrais cadres, etc., très populaire. Et donc, tout a été fait pour que l'UPC n'ait pas de représentants, par exemple, en France. Et en 1955, l'UPC est totalement dissoute. Et donc, il n'existe plus comme parti. Et donc, ça veut dire que durant cette période, en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, en tout cas des pays d'Afrique francophone, c'est-à-dire que les dirigeants qui ont voulu l'indépendance, en fait, ils ont été réprimés, marginalisés, tués, etc. Ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance, en fait, on leur a forcé l'indépendance. Prenez l'indépendance. Par exemple, dans le cas de Léon Mba, au Gabon, il disait, au Gabon, oui, il disait, bon, nous, on va être un département français. Et De Gaulle lui dit, non, il faut prendre l'indépendance, etc. Et donc, ce que nous disons également dans le livre, c'est que, d'une certaine manière, les pays d'Afrique francophone, en fait, n'ont pas une réelle indépendance, mais au-delà, c'est que c'est même des créatures anticonstitutionnelles. Pourquoi anticonstitutionnelles? Parce qu'en fait, en 58, il y avait un référendum, septembre 58, pour dire, voulez-vous faire partie de la communauté française, etc. Si vous dites non, comme la Guinée, vous prenez votre indépendance. Donc, il n'y a que la Guinée qui avait dit non. Tous les autres territoires avaient dit oui. Et donc, de la même manière que ces territoires étaient entrés dans la communauté française via un référendum, ces territoires auraient dû en sortir via un autre référendum. Et donc, la première révision constitutionnelle
en tout cas de la Constitution de 58 en France, en fait, a trait à la décolonisation. Elle était totalement anticonstitutionnelle. Et le Conseil d'État l'a dit à l'époque, les juristes l'ont dit à l'époque, et même le Conseil constitutionnel a publié par la suite un article pour dire que la première révision constitutionnelle en France, qui concerne la décolonisation, était totalement anticonstitutionnelle. Donc, nous, nos États, nous sommes nés anticonstitutionnels. Et donc, d'une certaine manière, ça crée, disons, un certain sentier de dépendance qu'on voit encore toujours. En gros, le coup d'État permanent, c'était en France, mais c'était également dans les colonies qui s'apprêtaient à devenir indépendantes. Il faut souligner aussi que ce référendum de 1958 a aussi été truqué et qu'on a fait pression sur ceux qui voulaient répondre non, et donc qui étaient pour une indépendance immédiate. Tout a été, encore une fois, tout a été manipulé pour faire en sorte que le oui l'emporte, sauf en Guinée où là, ça a été un échec pour la France. Alors, au Niger, c'était digne d'un scénario hollywoodien avec des avions français, etc., pour intimider les populations pour qu'elles n'aillent pas voter, etc. Bon, c'est-à-dire qu'en matière de fraude électorale, les Africains, quand même, n'ont rien inventé. Ils avaient déjà un manuel disponible, malheureusement, ou heureusement, pour voir. Heureusement pour les dirigeants. Alors, Fanny, vous évoquez les ingérences électorales contemporaines, c'est-à-dire l'instrumentalisation par Paris des scrutins nationaux pour imposer les candidats de la métropole, de l'ex-métropole. Vous évoquez notamment l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010. Comment vous résumeriez ce qui s'est passé avec le recul historique que l'on a ? Comme on le dit dans le livre, c'est que c'est pour nous vraiment un épisode très significatif de la manière dont la France peut s'ingérer dans les processus électoraux eux-mêmes. Et si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si l'élection ne tourne pas dans la faveur du candidat que Paris a choisi, la France est capable, comme donc, ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire en 2010-2011, d'utiliser l'outil militaire, qui est son autre botte secrète. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé en 2010-2011, au moment de cette élection présidentielle qui opposait Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo étant le candidat sortant et que la France ne voulait absolument plus avoir à la présidence ivoirienne. Et là, enfin, vraiment, il faut que vous lisiez le livre, mais c'est assez fou de voir comment la France a fait pression d'abord pour que l'élection se tienne, alors que le pays était encore en partie sous le contrôle armé d'une rébellion. Comment la France a fait en sorte que certains acteurs du processus électoral soient sous pression permanente et finalement soient amenés à dire ce qu'elle voulait en fait. C'est-à-dire à désigner Alassane Ouattara président à l'issue d'un processus qui était complètement biaisé du début à la fin. Et puis donc, comme je disais au début, à utiliser ensuite la force armée pour imposer ce candidat. Ben justement, le Monde a fait une critique de votre livre et justement considère que cet exemple, par exemple, est malvenu et que de manière générale, vous encouragez le populisme et les régimes militaires en Afrique via votre raisonnement. Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant rétrospectivement, c'est que quand on regarde les chiffres, on voit l'attitude scandaleuse de la communauté internationale, entre guillemets. Parce qu'en fait, les taux de participation qu'ils avaient déclarés à l'époque, c'était plus de 80%. Pour un pays qui était divisé en deux, où, par exemple, les supporters de Laurent Gbagbo ne pouvaient pas aller voter dans certaines zones. Ils avaient des taux de 80% de participation et aussi un nombre absolu de votants qui ne s'est jamais vu par la suite. Depuis, disons, cette élection, il n'y a jamais eu de taux de participation en Côte d'Ivoire de 80%. Il n'y a jamais eu aussi le nombre absolu de votants depuis lors. Donc, c'est une mascarade totale. Tous les chiffres étaient faux. Mais quand on compare aussi avec les autres pays qui étaient en guerre, qui étaient partitionnés, etc., on voit qu'ils n'avaient pas de taux de participation important. Mais en Côte d'Ivoire, la communauté internationale a validé des chiffres en disant, la Côte d'Ivoire est divisée en deux, mais vous avez des taux de participation de 80%. Donc, c'était un simulacre. C'était une farce totale. Et en plus, la France a utilisé les armes militaires, mais aussi l'arme du franc CFA pour mettre en place un candidat. Donc, c'est un exemple choquant de ce qu'on appelait impérialisme électoral. C'est-à-dire que, à un moment donné, on peut faire des artifices, des fraudes, mais quand ces fraudes ne suffisent pas, on utilise les armes Fanny, pour installer son candidat. Fanny, à propos de cette élection en Côte d'Ivoire, il y a eu effectivement un taux de participation très élevé qu'on peut considérer
si on fait des efforts comme le fruit d'une volonté très forte des Ivoiriens d'en finir avec la guerre, mais il y a également eu des taux de participation de plus de 100% dans plusieurs bureaux de vote, Fanny. Oui, si on regarde ce qui s'est passé en particulier dans les bureaux de vote du Nord, où, rappelons-le donc, Laurent Gbagbo n'a pas pu faire campagne, où la mission d'observation de l'Union européenne, donc mission d'observation électorale de l'Union européenne, n'a pas pu être présente parce qu'elle a été menacée par la rébellion des forces nouvelles. Bref, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que encore une fois, comme le dit Ndongo, tout était une mascarade, tout était truqué. Et il ne faut pas oublier aussi que la commission électorale dite indépendante était en réalité était dirigée, enfin, a été contrôlée par l'opposition politique et armée. Donc, encore une fois, c'était complètement biaisé et complètement fou de voir que la communauté internationale, mais on sait pourquoi elle l'a fait, a cautionné et voire même a inventé ses propres chiffres, hein, puisque l'envoyé spécial des Nations Unies qui était là avec un mandat là aussi spécial et qu'on n'avait jamais vu ailleurs, il avait pour mandat, lui tout seul, de certifier que l'élection s'était bien passée dans de bonnes conditions. Alors, il est allé beaucoup plus loin que ce qu'il aurait dû faire et ça, c'était sous la pression de la France. Et il est allé donc jusqu'à déclarer qui, selon lui, avait gagné l'élection, avec donc des chiffres qu'il avait lui-même concoctés, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, et qui étaient différents de ceux donnés par la commission électorale, différents de ceux donnés par le Conseil constitutionnel. Bref, tout ça, ça a donné un mélange complètement hallucinant. Mais aujourd'hui, on dit, c'est ce que Le Monde d'ailleurs nous reproche, c'est de ne pas avoir pris au sérieux cette certification onusienne qui en fait n'en était pas, puisque celui qui l'a faite a violé son mandat de manière évidente. Alors, Ndongo, votre dernier chapitre avant l'épilogue est consacré à la France-Afrique en crise, une période qui commence en 2020. Car pour vous, l'épidémie de coup d'État à laquelle on assiste est une réaction à plusieurs maux, notamment la gérontocratie, c'est-à-dire le pouvoir des vieux, et la soumission des vieux pouvoirs à l'ordre néocolonial. C'est un peu ça le raisonnement que vous suivez, si j'ai bien compris. Oui, en fait, nous apportons une lecture différente des coups d'État. Parce que, les coups d'État en Afrique subsaharienne francophone. En Afrique subsaharienne francophone. Parce que, bon, à un moment donné, on avait vu des titres disant qu'il y avait un retour des coups d'État en Afrique. Et donc, on généralisait le propos. Et nous, on a dit, il n'y a pas de retour de coup d'État en Afrique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de coup d'État qui est permanent en Afrique dite francophone. Donc, il faut bien diagnostiquer le problème. Par exemple, depuis 2020, sur le continent, en tout cas, on a eu 9 coups d'État réussis, c'est-à-dire qui ont conduit à un changement de gouvernement. Et les 8 se sont déroulés, en tout cas, ont été perpétrés dans les anciennes colonies françaises. Donc, c'est très significatif. Et quand on regarde depuis 1960, en fait, les pays de la zone franc, en tout cas les anciens territoires sous domination française au sud du Sahara, ont été quelque part des champions du monde des coups d'État. Maintenant, il faut expliquer cette spécificité francophone. Et ce que nous disons, c'est que ce qui explique ça d'une certaine manière, c'est ce droit impérial, c'est-à-dire le droit que la France s'est arrogé de dire vous, les peuples, vous avez le suffrage universel, mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le choix de la France. C'est ce que nous appelons le suffrage impérial et qui est au-dessus du suffrage universel. Et donc, ça a conduit dans certains pays, par exemple comme au Sahel, à des États très faibles. Par exemple, au Burkina Faso, bon, d'après les chiffres qui existent, il y a eu 11 coups d'État depuis 1960. Et donc, toutes les tentatives de coups d'État ont pratiquement réussi. Je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas du tout démocratiques. Ce n'est pas le premier venu qui se réveille qui organise un coup d'État et ça marche. L'autre chose également, c'est que d'une certaine manière, comme on a dit, le système france-africain est tellement verrouillé, les élections sont tellement verrouillées que seuls des candidats du système ou qui sont en bon terme avec le système france-africain ont les chances, disons, d'être élus président. Et donc, les jeunes en particulier n'ont aucune chance d'être élus via des élections. Alors donc, que le corps électoral est en majorité jeune. En majorité jeune. Et donc, paradoxalement, et ça, c'est les chiffres qui le montrent, quand on est jeune en Afrique dite francophone, la seule manière d'arriver au pouvoir, à la présidence, c'est via un putsch. Ce n'est pas nous qui le disons ou le souhaitons. C'est ce que montrent les chiffres. Et vous allez voir que, par exemple, Mamadi Doumbouya, il a 41 ans quand il renverse Alpha Condé qui a 82 ans. En Guinée. Oui, en Guinée. Au Burkina Faso, Ibrahima Traoré, il a 34 ans quand il prend le pouvoir, etc. Donc, on a un système gérontocratique et paradoxalement, ce qui ralentit le vieillissement de l'exécutif, parce qu'on a des dirigeants qui ont plus de 90 ans, comme
Biya au Cameroun, Paul Biya, oui, au Cameroun. Alassane Ouattara qui est arrivé au pouvoir à plus de 70 ans, etc. Et donc qui aussi se maintiennent au pouvoir via des changements constitutionnels illégitimes, etc. Et donc, du coup, bon, seuls les jeunes en âme peuvent arriver au pouvoir. Et donc, le cas sénégalais est également intéressant parce qu'on a des jeunes qui peuvent arriver au pouvoir via des élections normales, mais on vous dit, vous ne pouvez pas avoir des élections parce que vous ne devez pas gagner les élections. On est en France-Afrique, mon Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Et donc, c'est un peu ça notre lecture des coups d'État. Et ce que nous montrons paradoxalement, c'est que quand il s'agit d'affronter la France-Afrique, parfois, il y a eu des dirigeants militaires qui ont été prêts à sortir de la France-Afrique. Donc, parfois également, c'est ce que nous montrons. Ce n'est pas que les militaires soient progressistes, ils ne le sont pas, généralement, ils ne l'ont pas été. Mais les rares fois qu'il y a eu des progrès, en tout cas pour s'émanciper de la France-Afrique, c'est venu avec des militaires. Mais comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Bon, parce que c'est un système hyper verrouillé, hyper verrouillé. Mais pourquoi les militaires ont ce courage, entre guillemets, pourquoi ils offrent de la respiration? À un moment donné, ils offraient de la respiration démocratique, ils étaient comme des rectificateurs des processus démocratiques qui dérivaient. On a vu ça notamment au Niger, où l'armée a été pendant longtemps une sorte de rectificatrice des tendances autoritaires post-démocratisation. Et là, en fait, on a l'impression que c'est grâce, entre guillemets, aux militaires qu'un certain nombre de thématiques comme le franc CFA, comme les bases militaires françaises, des thématiques populaires, entre guillemets, montent en première ligne. Alors pourquoi c'est eux et pas les autres? Pourquoi pas les civils? C'est justement ce qu'on vient d'expliquer, c'est que des civils progressistes ne peuvent pas parvenir au pouvoir parce que le système et des élections en particulier n'est pas fait pour ça. Et donc la seule solution effectivement pour arriver à une alternative, ce sont des militaires qui prennent le pouvoir par la force. Alors après, tous les militaires ne vont pas aller vers un changement significatif. Il y a un exemple intéressant, c'est celui de Madagascar en 1972. En 1972, il y a une révolte populaire qui part des étudiants, des ouvriers lycéens de la capitale et qui finalement va pousser le président Tirhanen, qui est lié à la France, enfin qui conduit une politique très néocoloniale, à quitter le pouvoir et à le remettre à l'armée. Et ce sont effectivement ces militaires qui vont conduire le pays pendant quelques années, qui vont parvenir à couper les liens sur le plan monétaire avec la France et donc à sortir de la zone franc, à aussi pousser la France à quitter militairement la Grande Île. Et voilà, donc ce sont eux qui ont eu le courage, alors pour plusieurs raisons, parce que ils avaient une légitimité populaire puisqu'ils étaient soutenus par la population qui, elle, avait lancé ce mouvement de révolte. Et puis, ils avaient des convictions à l'époque assez nationalistes pour certains d'entre eux. Alors, quelle est la réaction, qu'est-ce qu'on sent de la réaction de la France à ce qu'on considère comme un coup d'État constitutionnel, de Macky Sall? Est-ce que Emmanuel Macron pourrait prendre les devants pour tenser Macky Sall, comme il a fait par exemple avec la junte militaire nigérienne? La France, elle a dit qu'elle fait confiance à la démocratie sénégalaise. C'est ça qu'ils ont dit. Donc, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a fait la pression sur les trois régimes militaires au Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, en disant vous devez tout de suite organiser des élections, même dans des conditions qui ne sont pas organiser tout de suite les élections. Mais au Sénégal, on a un régime où tout fonctionne bien, les institutions fonctionnent bien, et on dit non, nous ne sommes pas prêts pour faire les élections. Et on a sanctionné durement les pays du Sahel, souvent en recourant à des mesures totalement illégales qui n'ont pas de fondement légal. Et c'est ça le paradoxe. Et maintenant qu'il y a une crise au Sénégal, et quelque part, cette crise est aussi l'aboutissement du long silence de la communauté internationale de Guémé sur ce qui se passe au Sénégal, au moins depuis mars 2021. On a vu des gens être tués. Voilà. On a vu, en fait, les droits des citoyens, des activistes, etc., être bafoués. Mais on n'a jamais vu la communauté internationale dire quoi que ce soit là-dessus. Ça veut dire que tant que c'est ses alliés, il y a une sorte de prime à la répression, malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut dire que la France aujourd'hui est complice de Macky Sall? Je pense qu'elle est dans une situation aujourd'hui assez inconfortable parce que visiblement, elle ne voulait pas Ousmane Sonko et de l'alternative, encore une fois, qu'il peut représenter. Et j'ai l'impression qu'elle est dans la même position que Macky Sall, c'est-à-dire que ils n'ont pas vraiment, visiblement, les officiels français n'ont pas vraiment de solution
à mettre à la place de Macky Sall. C'est ce qui s'était passé avec Alassane Ouattara à la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La France ne voulait En plus 2020. de lui, mais en même temps, on n'avait pas d'autres. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron d'ailleurs. On n'avait pas d'autres solutions. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a une difficulté. Macky Sall reste un allié, mais un allié gênant, et puis qui, effectivement, normalement, ne devrait plus être au pouvoir à partir du 2 avril. Donc là, je pense que la question, oui, c'est problématique. Et d'ailleurs, il y a un parallèle intéressant parce que là, on voit les médias dire, bon, au Sénégal, il y a une tradition de respect des échéances électorales, c'est depuis 1963. Et donc, 1963 et 2024, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on dit, cette vitrine démocratique, en fait, le peuple sénégalais est démocratique dans le sens où il ne s'est pas laissé diviser sur les considérations ethniques, etc., religieuses, etc., et il tient à sa liberté. Mais la classe politique en elle-même n'a jamais été du tout démocratique. Et si on a une certaine stabilité, c'est pas dû à la classe politique en tant que telle. Mais c'est dû au fait que nous n'avons jamais eu de dirigeants qui, d'une certaine manière, rompent avec le, disons, pacte néocolonial. Et donc, en 1962, il y avait une crise en décembre avec Mamadou Dia, qui était un peu nationaliste, qui était le protégé de Senghor. Mais à un moment donné, il a voulu, voilà, avoir une option nationaliste. Et du coup, bon, ce qui est arrivé, c'est que, bon, il s'est fait éjecter, mis en prison, écarté, etc. C'était le seul petit défi qu'on a eu au Sénégal. Et d'ailleurs, même on cite Jacques Foccart dans le livre qui dit, bon, Mamadou Dia a commencé à rogner un peu trop de pouvoir. En décembre 62, il était temps de réagir. Il était temps pour la France de réagir. Et ils ont dit, on a joué le coup. Ils ont employé le mot coup. On a joué le coup pour que Senghor gagne et reste. Et il ne pouvait rien arriver à Senghor. Donc ça, c'était en 1962. Et dans la foulée, bon, il y a De Gaulle aussi qui fait son putsch institutionnel parce que De Gaulle met en place, disons, l'élection du président de la République française au suffrage universel. Et donc, par la suite, Senghor change la constitution sénégalaise et maintenant le président sénégalais également est élu au suffrage universel. Mais Senghor n'avait pas d'adversaire parce qu'il a justement utilisé le parrainage. Il a dit, bon, vous devez avoir 10 députés pour pouvoir être parrainé et l'opposition n'avait pas de députés, quoi. Et donc, Senghor gagne 100%, etc. Et donc, c'est ce qui a été fait à l'époque. Donc, on a écarté quelqu'un qui pouvait représenter une menace. Et donc, en 2024, c'est la même chose. Je veux dire, avant, le PASTEF a été dissous, etc. Maintenant, la deuxième donne qui explique aussi la stabilité du Sénégal, c'est qu'on n'avait pas de ressources stratégiques, quoi, qui soient convoitées par les autres. Maintenant, on a le pétrole, on a le gaz, et déjà, ça donne lieu à quelques scandales de corruption, selon, par exemple, la BBC, etc. Et on voit que, voilà, tout le Gotha international est là, FMI, Banque mondiale, ils sont tous passés. Janet Yellen, pour voir le Sénégal, c'est intéressant. Olaf Scholz, ils sont tous passés. Donc, ça veut dire que la stabilité du Sénégal jusque-là a tenu d'une certaine manière au fait que nous n'avons jamais dénoncé le pacte colonial. Il n'y a jamais eu de leader. Maintenant, il y a une génération de politiciens qui disent on veut d'autres relations. Et avec le pétrole et le gaz, ça donne lieu à de nouveaux développements. Il faut rappeler également que le Cameroun n'a jamais connu de coup d'État. Je veux dire, il y a eu une tentative de coup d'État, mais il n'y a jamais eu de renversement de coup d'État via les militaires, etc. Donc, ça veut dire que parfois, cette stabilité-là, et aussi le résultat de l'adhésion au système néocolonial. C'est ça, la vitrine démocratique sénégalaise, d'une certaine manière. Alors, Fanny, le mot de la fin pour un peu de promo pour votre livre de la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral. Fanny, pourquoi c'est important de retourner aux sources de l'histoire, entre guillemets, démocratique de l'Afrique pour mieux comprendre l'avenir et quelles sont les clés de compréhension de l'avenir qu'on peut y trouver? Alors, c'est une vaste question, mais ce qui nous a apparu très important, effectivement, de rappeler, c'est cette longue histoire qui permet de comprendre le présent. Longue histoire, ce droit impérial que se donne la France, en l'occurrence. Mais c'est aussi pour nous une manière on l'inscrit quand même, cette histoire franco-africaine, on l'inscrit dans une histoire plus large hein, de la démocratie, du système représentatif. Et l'idée avec ce livre, c'est de montrer que tout ça est problématique, évidemment, et que les pays africains auxquels on s'intéresse, donc qui sont liés à la France, finalement, ce qu'on montre, c'est que c'est un exemple significatif, représentatif de difficultés que pose ce système représentatif aujourd'hui, qui est remis en question dans les pays occidentaux aussi. Et voilà, l'idée pour nous, c'était vraiment d'arriver à montrer
sur le temps long, les difficultés aujourd'hui qu'on voit de manière évidente dans les pays africains concernés, avec ces coups d'État civils, comme on vient de le voir au Sénégal, et militaires dans les pays du Sahel. Merci beaucoup Ndongo Sambasila, merci beaucoup Fanny Pigeot. Je rappelle que vous êtes les auteurs de ce livre, De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral, paru aux éditions La Découverte. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis, toujours debout. C'est fini pour ce soir, nos programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez dans le flux 24/7 de YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. Offrez-vous, à partir de 5 € par mois, un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Bonne soirée sur le média.